Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Questions d'actu qui s'intéresse ce soir à l'actualité internationale, plus exactement le sommet Afrique-Russie de Sochi. Un rendez-vous particulier d'autant qu'il s'agit d'une première dans l'histoire, un sommet pour discuter, débattre des relations afro-russes. Un sommet donc pour discuter et débattre les relations russo-africaines au moment où le continent africain fait l'objet d'un intérêt très particulier de la part des grandes puissances dans un ordre mondial devenu désormais multipolaire. Alors après les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, c'est au tour de la Russie d'afficher des ambitions sur le continent africain. Alors quel avantage pour les pays africains et quel impact surtout sur les relations internationales? C'est le thème de notre débat ce soir que nous avons le plaisir d'animer avec Dr Abdelhalim Messibah. Vous êtes enseignant à la faculté des langues, vous êtes spécialiste du monde russe. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Également avec nous, M. Mokhtar Saïd Mediouni, vous êtes ancien officier à la retraite pour nous parler notamment et surtout des enjeux sécuritaires. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Et également avec nous, Dr Brahou Souhila, vous êtes économiste et politologue, vous êtes enseignante à l'Université d'Alger. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et je commencerai avec vous, Dr Brahou. Donc un sommet Russie-Afrique très attendu, d'autant que la Russie ne cache pas ses ambitions pour un continent très convoité. Oui, elle ne le cache pas. D'ailleurs, on l'a lu à travers, en effet, à travers le discours de M. Poutine, qui affichait une volonté de reconquérir ces anciennes liaisons, on va dire, dans le continent africain. Vous aviez parlé d'avantages, oui. Bon, tous les partenaires ne viennent pas pour donner des avantages aux autres, mais en disant que c'est aux Africains de négocier aussi leurs avantages. Et là, l'Afrique, on a vu que l'Afrique s'est transformée depuis, et c'est ce qui attire, disons, ces conquérants. Il y a un partage de compétition entre les grandes puissances que vous venez de citer. Je citerai les États-Unis notamment étaient présentes très longtemps, la Chine aussi. Et là vient le tour de la Russie qui signale qu'elle avait accusé un long retard. Elle retourne en force. Elle a reculé pour bien avancer vers l'Afrique. On avance aussi un chiffre qui la déçoit, on va dire, en matière d'investissement, qui est de l'ordre de 20 milliards d'euros, qu'elle estime encore très faible, mais qui a aussi beaucoup de bonne volonté et beaucoup de projets économiques en Afrique, avec tous les pays, même les plus faibles, qui affichent aussi, qui ont affiché, disons, un progrès dans le climat des affaires, comme le Mali, qui est en promotion en ce moment dans les médias occidentaux par rapport à son climat d'affaires. Donc, mis à part ce qui a été connu comme activité classique plutôt la Russie en Afrique dans le domaine de l'armement, le commerce des armes et la stratégie et la sécurité. Là, la Russie vient avec des projets en énergie, en agroalimentaire. La Russie a aussi besoin, comme la Chine, des ressources aussi en Afrique. Ça sur le plan économique. C'est sur le plan, oui, surtout sur le plan économique. Oui. Alors, Monsieur Mokhtar Saïd Mediouni, donc la Russie qui s'intéresse d'aussi près à l'Afrique, cela doit obéir à une stratégie bien définie par Moscou, celle de placer donc la Russie dans une scène internationale et surtout dans une zone d'influence occidentale. Oui, effectivement, la Russie a cette offensive aujourd'hui qu'on la connaît aussi au niveau du Moyen-Orient, où elle a été très active et elle a damé, si je peux me permettre ce terme, elle a damé le pion à ceux qui avaient la même mise sur le Moyen-Orient. Je parlerai des États-Unis et des Européens.
parce que finalement, si le conflit syrien a trouvé une issue qu'on connaît aujourd'hui, c'est grâce aux efforts russes d'assistance, de coopération et d'une présence assez active dans la région méditerranéenne, je parlerai de l'attaquer, et qui a permis un peu de stabiliser le conflit syrien. Elle joue un rôle important quand on voit aussi les clins d'œil de l'Arabie Saoudite vers la Russie, parce que la Russie aujourd'hui, ce n'est plus la Russie d'avant. La Russie aujourd'hui, c'est un pays de technologie de pointe, c'est un pays qui est en train de développer beaucoup de choses, énormément de choses qui intéressent le monde contemporain, et c'est pour cela qu'on voit, vous rappelez-vous, dernièrement, l'accueil qui a été réservé à M. Poutine par les Émirats et par l'Arabie Saoudite. Donc voilà, il y a aussi les pays qui avant, ils étaient dans le giron des Américains, se tournent aujourd'hui vers la Russie parce qu'ils ont compris quel est le poids de la Russie sur le plan géopolitique et géostratégique. Donc c'est tout à fait normal que la Russie, qui a délaissé un tant soit peu l'Afrique, se tourne vers ce continent, parce que moi je me rappelle à l'époque où Obama quittait le pouvoir, il y avait un rapport des services de renseignement américains, de la CIA, d'ailleurs ça a fait un grand roman sur les enjeux de 2030, qu'est-ce que ça sera le monde en 2030. D'ailleurs ils disent qu'il y a actuellement un vieillissement des autres continents, oui. Et ce vieillissement va conduire à une perte de main-d'œuvre, à un fléchissement du développement, alors que la bombe africaine, ça sera sa démographie. Donc cette démographie africaine intéresse aussi les Russes, non seulement la démographie africaine, parce que c'est ça sa richesse, mais qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol africain? L'Afrique n'a jusqu'à présent pas encore eu les moyens d'explorer tout ce qu'elle a dans son sous-sol. Et si on parle uniquement de notre pays, il y a énormément de richesses dans ce pays. Donc c'est tout à fait normal, après l'offensive des Chinois, qui ont été les premiers à investir, si je ne me trompe pas, en Afrique, à coût de milliards de dollars, parce qu'ils avaient compris l'enjeu. Il y a eu les Américains qui leur ont prêté le pas, quoique c'est un peu timide jusqu'à présent. L'offensive américaine en Afrique, elle n'est pas tellement importante par rapport à ce que font les Chinois. Il compte la réviser, si on se réfère au dernier discours de John Bolton, lorsqu'il parle de nouvelles politiques américaines sur le continent africain. Oui, mais parce que, M. Nazim, le problème c'est que tout le monde a compris que l'avenir, je l'ai dit, ça a été sur un rapport top secret des services de renseignement américains qui se projetaient sur après 2030. Et ils savent que l'Afrique, ça sera, elle, demain, le potentiel de richesse qui pourra subvenir aux besoins du reste du monde. Parce que quand il y a épuisement aujourd'hui, quand on voit cette avancée vers le développement dans les pays occidentaux, dans les pays, et ça consomme de la matière première. Et cette matière première, elle est encore vierge en Afrique. Donc c'est un continent qui intéresse, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous sous-entendez que l'Afrique peut devenir, dans un avenir proche, un terrain d'affrontement, peut-être le terme est un peu exagéré, des grandes puissances mondiales? Mais actuellement, c'est un terrain dans lequel des puissances se tirent les ficelles en Afrique pour avoir une hégémonie sur telle ou telle partie. Il y a aujourd'hui, les Européens envoient leur offensive, on voit la France avec ses plans pour l'Afrique subsaharienne, mais la Russie, elle a un avantage, c'est qu'elle n'a pas pris part au conflit africain dans l'histoire. La Russie n'a pas été un pays colonisateur de l'Afrique. Donc c'est ça un peu l'avantage qui donne un peu plus de poids à la Russie dans son intervention en Afrique. On se rappelle l'épisode de Kadhafi et de la Libye, où la Russie était pratiquement le seul pays dans le Conseil de sécurité qui a mis le haut là pour dire non à l'intervention. Et on connaît les conséquences. Donc oui, c'est un terrain qui est en train d'être... on se bagarre pour ce terrain Afrique, parce que c'est le terrain de demain. C'est le terrain de demain sur le plan énergie, sur le plan potentiel, sur le plan richesse du sous-sol, l'eau aussi. Mais c'est un pays vierge dans lequel on peut tout faire. C'est comme si vous prenez une terre vierge et qui peut vous donner tout. Regardez l'Afrique avec ses forêts, regardez l'Afrique avec ses lacs. L'Afrique est un pays, est un continent très riche. Malheureusement, il a été délaissé et le grand malheur de l'Afrique, il n'y a pas eu un partage des richesses qui ont été volées. Et il y a eu aussi les affres du colonialisme. Voilà. Alors je me tourne vers vous, Halim Messibah, vous qui connaissez très bien donc le monde russe. Est-ce qu'on peut parler d'une offensive?
En quelque sorte, les intérêts de Russie, d'un côté, c'est-à-dire son retour en tant que superpuissance, Poutine incarné, c'est-à-dire la Russie incarnant la personne de M. Poutine, veut s'afficher en tant que superpuissance, c'est-à-dire dans le sens de ce mot, c'est-à-dire une puissance qui a une influence sur la prise de la décision sur la scène mondiale. C'est pour ça qu'on voit c'est-à-dire ce sommet, c'est une sorte de démonstration de force de la Russie, en quelque sorte. C'est-à-dire les Russes le font exprès, on ne voit pas, par exemple, les Chinois, ils ont plus d'intérêt en Afrique, ils ont plus d'investissements, ils ont presque 1 million de Chinois qui travaillent, qui vivent en Afrique, mais ils ne veulent pas s'afficher en tant que rival, c'est-à-dire rival pour les autres pays occidentaux. Mais la Russie veut jouer ce rôle pour, premièrement, s'affirmer en tant que superpuissance, deuxièmement, pour avoir de son côté les pays africains, c'est-à-dire avoir leur appui concernant certaines questions à l'intérieur, dans les couloirs de l'ONU ou même au-delà de l'ONU. En plus de ça, ils veulent avoir une sorte d'influence pour avoir plus de points d'appui en cas de négociation, dans leur négociation de leurs intérêts avec les pays occidentaux et notamment vous voulez dire on est à la recherche de zones d'influence. Exactement. En Afrique. Exactement. C'est une zone d'influence parce que du point de vue c'est-à-dire investissement, c'est minime ce que les Russes sont en train d'investir en Afrique. Leur but, apparemment, leur but essentiel, c'est de reconquérir leur position, la position qui a été perdue après la chute de l'Union soviétique, la position de superpuissance qui a son mot à dire en Afrique, le continent qui intéresse bien sûr tout le monde. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de s'opposer aux Occidentaux lorsqu'il s'agit d'Afrique? D'après certains analystes, ils n'ont pas encore, c'est-à-dire n'ont pas beaucoup de moyens à fournir, de moyens surtout financiers, parce que la concurrence, c'est les finances. Ils n'ont pas beaucoup de moyens et malgré quelques tentatives, c'est-à-dire, je cite par exemple, dans le domaine même médical, il y a le centre de recherche en épidémiologie et dans le domaine des maladies, enfin de prophylaxie contre les maladies infectieuses, qui est actuellement installé en Guinée, qui est en quelque sorte l'analogue de l'Institut Pasteur français. Et la Russie veut en installer d'autres dans d'autres pays africains. C'est-à-dire, ça c'est même à travers cette brèche, ils veulent s'imposer en tant qu'amis aux pays africains. Il y a aussi les étudiants, il y a plus de 17 000 étudiants africains qui font leurs études actuellement en Russie, dans les différents établissements de formation supérieure russes. La Russie octroie chaque année plus de 200 postes pédagogiques aux pays africains, 2000 postes pédagogiques aux pays africains. Il y a aussi la formation des militaires africains. On envisage aussi le développement de la coopération dans le domaine des renseignements, dans le domaine de police, des forces de l'ordre. C'est-à-dire, c'est ça en quelque sorte ce que visent les Russes actuellement. Alors, est-ce qu'on peut, docteur Barra Souhila, est-ce qu'on peut penser à une substitution de l'hégémonie occidentale par une amitié russe? D'abord, est-ce que cela est possible? Déjà que... On a affaire à des grandes puissances qui cherchent leurs intérêts. L'amitié russe pour l'Afrique est déjà un acquis. Elle a été déjà dans une période antérieure. Elle a contribué à la libération des colonies impérialistes, par l'idéologie aussi jusqu'au début des années 90 où l'ex-URSS a subi son effritement. Rappelez-moi votre question par rapport à l'amitié, vous parliez de... C'est-à-dire que là on assiste, depuis longtemps dans l'imaginaire collectif, on parle d'hégémonie occidentale sur l'Afrique qu'on peut substituer par une relation à la fois sino-africaine par rapport aux Chinois et aujourd'hui avec les Russes.
Alors, pour ce qui est du partage, on va dire, d'amitié entre ces grandes puissances, là, il ne s'agit pas vraiment d'amitié, parce que les choses ont changé, les sentiments ont changé. Il s'agit surtout d'un partage d'intérêts entre ces puissances et l'Afrique. Et les pays africains ont pris conscience de cela il y a quelques années déjà. Ce qui s'est passé dernièrement et la transformation géopolitique a fait que a donné ce retour en force de la Russie en Afrique. Sa dernière intervention en donnant sa bénédiction au sommet de la zone de libre-échange en Afrique, tout en ayant toute bonne volonté à partager les intérêts de la Chine, à la bonne volonté des Africains, bien entendu. Là, on ne parle pas d'une offensive très menaçante, non. Elle a fait uniquement des offres très intéressantes en effaçant les dettes des pays, de certains pays africains, avec une contrepartie d'achat d'armement. Bien sûr. Donc là, il faut un peu objectiviser, disons, avec tout pragmatisme que toutes ces puissances-là sont pour leurs intérêts. Il faut qu'on sache aussi les Africains sachent faire leurs calculs aussi, ce qui concerne et tirer le maximum. Oui, ce qu'ils peuvent négocier. De profit. Oui. Alors, tirer le maximum de profit d'un monde multilatéral, M. Mokhtar Mediouni, donc quel impact de ce rapprochement entre la Russie et les pays africains sur les équilibres de force sur le plan international? Vous savez, quand on voudrait parler de ça, et Madame l'a bien souligné, il faudrait aussi revenir à l'histoire. L'histoire, elle est là, elle est récente. La Russie a été d'un grand apport parce que si on parle des pays africains, je les citerai tous, ça a été tous des mouvements de libération qui n'ont trouvé que la Russie à l'époque qui les soutenue dans leur combat pour se libérer. Donc ça ne peut pas être oublié par des populations africaines qui n'ont pas la mémoire courte. Maintenant, aujourd'hui, il y a une jeunesse africaine qui est avide de développement parce qu'ils en ont marre de voir leur continent à la traîne par rapport aux autres. Oui. Parce que c'est qui la main-d'œuvre qui est en train de développer l'Europe? C'est les Africains. C'est qui la main-d'œuvre qui est en train de développer les États-Unis? C'est des Africains. Quand on voit tous ces Africains, ces Américains d'origine africaine qui font le bonheur des grands laboratoires et des grands centres de recherche. C'est ça aussi l'Afrique. Et cette Afrique, elle a besoin de se développer. Donc c'est l'éveil national, je dirais national, par chaque pays, pour chaque pays, d'une jeunesse qui a envie que l'Afrique s'en sorte, qui fera la balance dans les négociations. Les Américains veulent de l'Afrique, la Chine veut de l'Afrique, parce qu'eux, ils savent qu'est-ce qu'il y a dans les sous-sols. Dommage. Des fois, c'est des Africains qui ne savent pas ce qu'ils ont dans leur sous-sol. D'accord. Oui. Mais les autres, ils savent exactement ce que possède l'Afrique. Donc, quand vous avez des gens, une convoitise comme ça, il faudrait que les Africains sachent négocier, parce que les relations commerciales, les relations de développement, elles sont gagnant-gagnant des deux côtés. Donc, à chacun de savoir comment tirer le plus de profit pour son continent ou pour sa population. Mais je pense que l'histoire des pays occidentaux, je crois que le fardeau de la colonisation par les Occidentaux, ils n'auront pas à l'avenir beaucoup de... Parce que non seulement il y a eu la colonisation, mais on voit le comportement. Aujourd'hui, on assiste à une extrême droite qui pousse dans les parlements européens, qui pousse dans les gouvernements européens et qui rejette l'Afrique et l'Africain. Donc cette donne-là fait en sorte que le terrain est propice à d'autres nations plus puissantes pour s'imposer en Afrique et donner, si vous voulez, Est-ce que vous voulez dire que le retour du populisme en Europe sert les intérêts russes et chinois en Afrique? Oui, effectivement, parce que, vous savez, l'Africain, il sait qu'est-ce qu'il a donné pour l'Europe. Il sait qu'est-ce qu'il est en train de donner aujourd'hui pour l'Europe. Quand il se sent rejeté de cette façon, stigmatisé, d'accord? Quand vous voyez cette indifférence à voir des gens mourir dans les mers par centaines, et au lieu de penser à régler le problème difficile, c'est quoi la solution du problème de migration? C'est rendre à l'Afrique ce qu'on lui a volé comme richesse. Et la délocalisation des usines européennes qui ont été en Asie, pourquoi pas en Afrique, puisque c'est les richesses de l'Afrique qui ont été prises. Ce jour-là, on va sédentariser l'Afrique. Mais on ne mettra pas des bateaux de guerre
pour pousser les gens à mourir en mer et ne pas atteindre les continents. Ça aussi, l'Africain ne pourra pas ni le pardonner ni l'oublier. Donc c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, si les partis qui sont en concurrence pour l'Afrique, je dirais les Chinois, les Américains et les Russes, parce que les Européens sont en désavantage par rapport à ce qui a été fait, par rapport à ce qui est en train de se faire pour l'Afrique, moi je pense que les Russes peuvent tirer leur épingle de jeu s'ils sont sincères. Il y a beaucoup de choses en Afrique à faire et je pense que la Russie aujourd'hui, parce que si on revient, l'OTAN, la Turquie elle fait partie de l'OTAN. Oui. Et pourtant la Russie, avec sa technologie, parce que quand on dit non, la Russie n'a pas beaucoup, elle a énormément de choses à donner aujourd'hui. Elle a disloqué pratiquement l'OTAN sur un petit problème de missiles F-400. On l'a vu aussi avec Erdogan. En parlant d'Afrique, on l'a vu aussi en Centrafrique, où considéré pendant longtemps comme un précaré français et qui a été... et c'est la Russie qui a intervenu pour stabiliser la Centrafrique. À travers une résolution des Nations Unies. Une présence russe aussi sur le terrain. Donc la Russie aujourd'hui, c'est un pays qui s'est développé énormément, qu'on le veuille ou pas, sur le plan spatial, sur le plan des technologies de pointe, sur le plan des énergies renouvelables. On n'oublie pas que la Russie a été mise sous embargo par l'Europe à cause du problème ukrainien, et pourtant elle s'en sort très bien. Et elle s'est tournée vers l'Afrique pour aller trouver aussi ces produits qui nous manquaient, et on le sait tous. Donc la Russie a compris que le continent africain est encore vierge et peut être encore développé avec elle en tant que partenaire pour l'avenir de l'Afrique. Et je pense que c'est un atout qui lui permettra de s'imposer comme une puissance qui aura son mot à dire en Afrique sur le plan politique et géostratégique. Alors la Russie donc, doit convaincre, mais comment, Halim Sibah? Concrètement, parce que les choses sont différentes sur le terrain. Ouais, si on revient par exemple sur le discours de Poutine lors de l'ouverture de ce sommet, il a essayé de jouer un petit peu sur les sentiments des Africains. Il a dit dans son discours la dépendance de l'Afrique, de l'aide que les autres puissances lui offrent, freine son développement. C'est pour ça qu'il faut installer une production locale, il faut la développer et les Russes sont prêts à le faire, à investir. Revenons d'abord, si vous voulez, un petit peu en arrière, à l'époque de l'Union soviétique. L'Afrique était toujours une issue pour les Russes. Lors du commencement de la guerre froide, l'Union soviétique s'est retrouvée assiégée par les Occidentaux jusqu'au point où ils ne pouvaient rien vendre au-delà de sa frontière. Il a commencé, ce temps-là, il a mis une stratégie, il a commencé à soutenir les mouvements de libération dans les pays colonisés, et notamment en Afrique, c'est-à-dire se trouver une ouverture pour lui. Il a réussi le coup. La Russie, c'est-à-dire actuellement l'Afrique, le retour à l'Afrique en cas d'embargo est devenu une tradition, c'est-à-dire stratégique, et une tradition dans la politique russe. Chaque fois qu'ils sont sous embargo, ils essaient de se trouver une passerelle, une issue vers l'Afrique. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Géographiquement, ils sont étouffés par l'Europe. Oui, ils sont étouffés, exactement. Oui. C'est pour ça qu'ils ont cet intérêt et ils vont essayer de mettre leur poids politique, si vous voulez, surtout leur poids politique, parce que les Africains, aussi, ils ne sont pas bêtes quand même, ils sont très intelligents, ils ont une expérience dans le domaine de négociation, une expérience qui date de plus de 60 ans, la négociation des contrats, ils ont acquis une expérience dans le chantage qu'ils font aux superpuissances, et pour ça ils vont essayer d'en tirer le maximum possible de ce conflit imminent entre les superpuissances, entre la Russie notamment et les Chinois et les Américains. Ouais. Et dans quelle mesure aussi, parce qu'il faut parler des Africains, les Africains peuvent tirer un avantage d'abord de cet intérêt que porte la Russie vers le continent africain, mais aussi de ce multilatéralisme qui stoppe un peu les forces. C'est un peu difficile, c'est-à-dire à prévoir les résultats de ce conflit, parce que les pays africains, dans leur grande majorité, vous voulez que
qu'on soit un peu plus sincère, c'est-à-dire ils ne sont pas des pays souveraineté entière, si vous voulez. Parce qu'ils dépendent surtout de l'influence des pays occidentaux, leurs chefs d'État, la plupart des chefs d'État. Et justement, est-ce que le retour de la Russie en Afrique peut casser cette influence? L'expérience démontre autre chose, parce que si on revient par exemple au rôle que jouait la Russie en Afrique du Sud en soutenant Jacob Zuma, qui a été plus tard limogé, et par la suite il y a même un projet d'installation d'une centrale électronucléaire en Afrique du Sud qui a été annulé par le nouveau commandant qui est arrivé. On voit que les enjeux sont un peu en quelque sorte difficiles pour la Russie. Ils vont certainement essayer d'autres moyens et d'autres stratégies. C'est difficile de dire est-ce qu'ils vont réussir ce coup. Dans ce contexte actuel, la présence des Chinois, l'intérêt, enfin les Américains n'ont pas vraiment très grand intérêt. Je reformule ma question peut-être autrement à Madame Dr Barahou Souhila. Donc, quelle place pour la Russie en Afrique, notamment sur le plan économique? Oui, et alors, surtout. Oui, surtout. C'est déterminant. Sachant que ces pays-là, où la majorité des pays africains étaient économiquement lésés et étouffés par les forces occidentales avant que le monde ne respire, c'est-à-dire avec la multipolarité qui vient, qu'on voit, qu'on sent de plus en plus. La majorité de ces pays-là et le sont toujours justement, sont mono-exportateurs et qui dépendent essentiellement d'un seul produit à exporter et sur lequel repose leur économie. C'est ce qui a affaibli leur économie et ce qui a enfoncé leur dépendance vers les autres. Comme monsieur l'a dit, ces pays sont très riches et les Africains ne le savaient pas. Ils le savent, mais ils ne peuvent rien faire parce que la technologie appartient aux plus forts, notamment aux Américains, aux Chinois et les multinationales. Donc maintenant que j'ai dit que le monde s'ouvre un peu plus et que l'Africain sent d'où vient l'intérêt, ces pays-là, comme la Russie l'a bien capté, devient économiquement plus intéressante qu'avant. Donc le timing lui va très bien. Ces pays sont plus ou moins plus ouverts par rapport aux années précédentes. Et là, c'est là que le tour doit être joué pour les Africains, en diversifiant déjà leur économie. Bon, déjà sur le plan des climats des affaires, il y a eu quand même un avancement pour beaucoup de pays en Afrique. Il y a eu 2 pays très en avance par rapport aux autres pays. Maintenant, il y a le Maroc qui ouvre encore ses portes pour la Russie, ce qui est une première. Vous avez le retour de l'Égypte vers Moscou. À travers M. Sisi, non pas seulement que pour acheter des armes, mais aussi pour renforcer les infrastructures égyptiennes. Moscou intervient en Égypte en tant que médiateur aussi entre l'Éthiopie et l'Égypte. Dans l'affaire du barrage d'Al-Nahda, qui va faire aussi un objet de conflit très grave entre les deux pays, surtout que le Nil est la source d'approvisionnement en eau en Égypte. Donc la Russie va jouer sur tous ces volets-là avec l'approbation des pays et l'accord des pays africains. En négociant autrement, c'est-à-dire que ils ne sont pas à parts égales, mais avec moins d'inégalités, je dirais, sur le plan économique. Alors, M. Mdouni, quels sont les points forts des Russes en Afrique? Parce que quand on pense Russie, peut-être on tient ça du passé, on pense beaucoup plus à l'armement et à la sécurité.
Oui, on connaît des Russes uniquement sur le plan de l'armement et la sécurité, mais n'empêche que la Russie, c'est un grand pays technologique qui a développé une agriculture assez performante dans le monde entier. Il est parmi les premiers pays qui exportent du blé. D'accord, donc et le blé, c'est l'aliment de l'Afrique aussi. Et moins cher que celui de la France. Il est moins cher que celui de la France. Il y a le soja, il y a pas mal de choses. L'agriculture russe, elle est très riche. Mais si juste pour revenir sur ce qu'a dit le docteur sur le problème de l'influence des Européens et leur même mise sur la décision politique de certains États africains. Vous savez que ces derniers temps, il y a une jeunesse africaine qui a commencé déjà à dénoncer le franc CFA. Oui. D'accord. Et qu'ils ont dit que voilà, l'Europe nous a escroqués pendant des années avec cette monnaie qu'elle nous a imposée. Donc l'Afrique aujourd'hui revendique sa propre monnaie. Donc c'est déjà un éveil africain qui fait que la Russie, si elle propose d'aider l'Afrique à retrouver le chemin du développement et à exploiter ses richesses pour faire que l'Afrique et l'Africain ne bougent plus de chez lui, je pense que c'est ça la politique de la Russie de demain. Et je ne pense pas qu'un président comme M. Poutine, le connaissant dans ses décisions, il n'a pas fait un sommet juste pour le faire. Il a une politique, il a une stratégie, et il a tout étudié pour atteindre l'Afrique et lui offrir ce que les autres ne peuvent pas lui offrir. Donc je pense, prenons le cas, ces derniers temps, nous on a un problème d'hydrocarbures. Les hydrocarbures aujourd'hui, ce qu'on est en train de trouver, ils sont en offshore. La Russie elle a cette technologie d'exploration en offshore qu'elle pourra offrir à tous les Africains et au continent. Donc les technologies, elle les a. Donc c'est pour cela que je disais tout à l'heure, c'est aux Africains de négocier leur partenariat avec la Russie, parce que la Russie a beaucoup de choses à offrir à l'Afrique. Maintenant, est-ce qu'on sait négocier ce qui nous intéresse et ce qui reviendra avec plus de richesse à nos enfants et aux générations africaines futures? C'est ça l'enjeu. Et quel rôle des institutions dont s'est dotée l'Afrique ces dernières années? Je parle principalement de l'Union africaine. L'Union africaine, vous savez, elle joue son rôle comme elle le joue. Est-ce qu'elle le joue bien ou pas? Est-ce qu'elle le joue convenablement pour trouver... Aujourd'hui, vous savez, l'Afrique, elle est malade de ses démons. C'est ça l'Afrique d'aujourd'hui. Quand vous avez des gens qui restent au pouvoir jusqu'à l'âge de 92 ans, d'accord, c'est ça les démons de l'Afrique. Et si vous vous rappelez, problème de gouvernance. Si vous vous rappelez, c'est ça le problème. Le problème de l'Afrique est là. Parce que si vous vous rappelez le discours d'Obama quand il y a eu sa première investiture, son premier passage en Afrique, il a dit s'il vous plaît, donnez le pouvoir aux générations futures de l'Afrique pour qu'ils puissent gérer leur avenir. Et c'est vrai, à 92 ans, vous ne pouvez pas gérer l'avenir d'un continent qui a été délaissé pendant des siècles. Il faut un sang nouveau. Et l'Union africaine, aujourd'hui, elle joue un rôle d'équilibriste à peu près dans certains conflits, mais c'est souvent l'intervention étrangère qui a réglé les problèmes de l'Afrique. Parce que l'Algérie, elle a participé activement à ce qu'une force africaine soit, elle, en charge du maintien de la paix en Afrique. Mais est-ce qu'on a eu tous les moyens? Vous savez très bien que les Occidentaux et la France en premier ont dynamité ce process pour que l'Afrique ne puisse pas se prendre en charge. Parce que quand aujourd'hui, même pour le groupe là qui a été mis en Afrique pour la protection de certaines zones en Afrique, commandé par la France, le budget il est voté par la France, et on lance un appel à l'aide pour un budget qu'on n'a jamais rassemblé dans sa totalité. Donc c'est pas l'Afrique, il faudrait qu'elle se prenne en charge elle-même. Elle a les moyens et elle a la capacité de le faire. Il suffit que les institutions africaines jouent leur rôle et que les parlements africains soient des parlements qui représentent effectivement le jeune africain et l'aspiration de la génération africaine. Moi, je vous le dis, je l'ai dit en 2014, j'ai dit qu'on n'arrêtera jamais la migration de l'Afrique. Quand quelqu'un prend une barque et qui sait qu'à 99% il va mourir en mer, et pourtant il la prend, c'est qu'il n'a aucun espoir en Afrique. Aujourd'hui, il faudrait faire renaître cet espoir en Afrique avec justement cette coopération avec les Russes, avec les Chinois, quand elle est sincère. Je pense qu'on pourra donner un peu plus d'espoir à la jeunesse africaine et faire en sorte que l'Afrique demain, ça sera l'Eldorado du monde, parce que je vous l'ai dit, il y a des continents qui vieillissent,
il y a l'Afrique qui se rajeunit chaque jour. Et il y a un potentiel démographique en Afrique extraordinaire. Et la rudesse de la vie a fait que c'est un peuple qui travaille. Il suffit juste de lui donner les moyens et de l'aider, lui prendre la main et de l'aider dans le chemin du développement. Alors, M. Missebah, une déclaration entre la Russie et l'Afrique a été signée donc, pour conclure le sommet de Sochi. Il parle ou dénonce plus exactement le diktat politique et le chantage monétaire. Dans le sillage de ce que vient de déclarer, enfin de dire notre ami Mokhtar Dioni. Je n'ai pas vraiment compris votre question. C'est-à-dire, est-ce que ou dans quelle mesure la Russie peut honorer ses engagements pour lutter contre ce qu'on a dénoncé conjointement, donc entre les Africains et les Russes, concernant le diktat des politiques et le chantage monétaire? Je pense que en parallèle à ce sommet, il y a par le biais de la Russie, il y a un accord, si je ne me trompe pas, qui a été signé entre l'Union africaine et l'organisation de Shanghai, ou l'Union économique euro-asiatique. C'est-à-dire, dans ce sens, on voit que les Russes sont en train d'essayer de rassembler en quelque sorte les moyens ou les investisseurs, pas uniquement de la Russie, mais d'autres pays, d'autres pays d'Asie, et d'essayer c'est-à-dire de justifier leur engagement, quoi. Mais à quelle mesure ça est réalisable, je ne peux pas vous le dire, parce que la Russie elle-même, elle traverse une sorte de crise, même à l'intérieur du pays, de son pays. Elle ne peut pas offrir ce que peut-être peuvent offrir les autres pays, les pays occidentaux, c'est-à-dire qui sont les exploitateurs traditionnels de l'Afrique, qui ont c'est-à-dire une source de financement de leur projet. Ils prennent tout de l'Afrique, puis ils leur donnent des miettes. Les Russes n'ont pas pour l'instant cette possibilité. Mais dans l'avenir, si les Africains parviennent à attirer les Russes ou l'industrie, surtout l'industrie russe, sur leur sol, peut-être ça pourrait développer ou mener à ce projet à terme. À terme, exactement. Alors, docteur Barahou Souhila, donc beaucoup de pays africains ont un rôle à jouer dans la concrétisation de ce partenariat gagnant-gagnant. Parmi ces pays, le plus grand pays africain, à savoir l'Algérie. Alors là, M. Poutine qui affirme qu'il accordait de son pays accorde un intérêt particulier au développement de la coopération stratégique avec l'Algérie. Oui. Il l'a signalé, il l'a dit fortement et hautement pendant son discours que l'Algérie était premier partenaire en Afrique et au monde arabe. Et c'est un grand signal aux autres forces, je dirais, dans la région et en Europe et ailleurs. Nous avons tout à gagner aussi avec les Russes parce que, comme les autres Africains, nous avons été aussi lésés dans notre économie. Et notre intérêt doit se retourner vers d'autres partenariats, y compris puisqu'on y est avec la Russie, tant mieux. Tout à l'heure, monsieur avait parlé de produits d'agriculture, oui, même l'Algérie a songé à importer du blé de la Russie, surtout que le prix est très concurrentiel par rapport à celui qu'on a l'habitude d'avoir avec les Français, avec 10 $ de moins à la tonne. Donc vous pouvez et des besoins annuels de 80 millions de tonnes par année. Donc le chiffre et la différence est conséquente. Elle est énorme. Elle est énorme. Il y a aussi il y a un travail aussi à faire de l'autre côté de l'Afrique aussi, vers la rationalisation de certaines je dirais, consommations.
parce que les temps sont durs pour tout le monde. La crise mondiale s'annonce, en parlant de crise tout à l'heure pour la Russie, c'est pareil pour les Occidentaux. On sent que la crise est là, et elle est là derrière la porte pour tout le monde. Et là, encore une fois, l'Afrique est la bouée de sauvetage du monde entier. L'enjeu est là. Les Africains doivent négocier leurs intérêts, puisque c'est les autres qui viennent, qui tendent de la main. Ils ont besoin d'eux. Les Africains ont besoin de la recherche et du savoir-faire des nouveaux partenaires. Je citerai la Russie comme nouveau revenu, disons. Pour l'Algérie, d'autres champs sont ouverts aussi en partenariat. Monsieur a parlé tout à l'heure de recherche scientifique et d'études. Oui, c'est vrai que nous avons peut-être un avantage par rapport aux autres, parce que la Russie offre des bourses aux Algériens avec un quota avantagé aussi par rapport aux autres pays. Poutine avait déclaré aussi dans ce sommet qu'il viendrait en Algérie au début de l'année 2020 et parler avec le nouveau président élu démocratiquement, Inch'Allah, après le 12 décembre. Donc, bienvenue une autre fois à la Russie d'une autre manière, hein, en offrant de nouveaux horizons de partenariat en économie, en stratégie, en spatial aussi, parce qu'elle a été d'un grand apport dans ce domaine aussi, dans le nucléaire notamment. Certaines parties, disons, négatives, dérangées par le retour de ce partenaire, commencent à dire et déclarer que la Russie veut nucléariser l'Afrique. On les connaît bien, parce que c'est encore un marché concurrent pour des multinationales. Oui, des multinationales occidentales, oui, qui sont très dérangées. C'est normal, je dirais que c'est de bonne guerre. Oui, on est là en pleine concurrence. Bien sûr qu'Areva voudrait bien rester au Niger à exploiter l'uranium nigérien. Oui. Ah oui, mais si vous permettez, l'Afrique n'a pas besoin du nucléaire pour son énergie. L'Afrique est un continent où le soleil... C'est la diabolisation un peu, c'est ça. C'est la désinformation, je parle de cette intervention. C'est juste pour dire, attention, les Russes, non, c'est pour... Oui, mais voilà, mais on va dire que l'Africaine des années 90 n'est plus l'Africain de 2019. Le monde s'est ouvert et tant mieux pour tout le monde. Ne pensez-vous pas dans ce sens que les Russes ont besoin d'un support médiatique conséquent, important, pour véhiculer leurs idées aux Africains? Tout le monde a besoin de tout le monde. Tout à l'heure, on avait parlé de l'embargo que vit Moscou. Les Russes n'ont jamais été colonisateurs et ne le veulent pas. Ils sont, je dirais, peut-être moins gourmands que les Chinois. D'ailleurs, de par leur présence en Afrique et leur propositions, on le sent bien. Ils ont besoin de l'Afrique, mais les Russes ne sont pas dangereux, pas du tout. Peut-être on ne peut pas faire le parallèle entre l'économie chinoise et l'économie russe. Pas encore, non. Je pense que non, les Chinois sont... Les besoins ne sont pas les mêmes. Les besoins ne sont pas les mêmes, puisque les Chinois sont de l'ordre de 2 milliards déjà. Première économie, c'est l'usine du monde, d'une part. Les Chinois sont là depuis plus longtemps que les Russes. Enfin, les Russes, j'ai dit qu'ils ont accusé en retard de 20 ans. Avant de revenir, et c'est ce qui a avantagé un petit peu les Chinois par rapport au... Et là, ça sera une concurrence, disons, positive pour les Africains. Pour les Africains. Afin de tirer un avantage. Un avantage, alors, oui. Quel intérêt pour l'Algérie à tirer de ce partenariat qualifié de stratégique par M. Poutine? D'abord, le fait que M. Poutine parle de relations privilégiées et stratégiques avec l'Algérie, c'est vrai, on a eu toujours une relation privilégiée avec les Russes, même dans les années
les années 90, quand tout le monde ne croyait pas à notre drame. Je crois que les seuls qui étaient à nos côtés, c'était eux. Oui. D'accord? Parce que s'il n'y a pas eu... parce que là, c'est juste pour, si vous permettez, parce qu'on parle de questions d'actu. Il y a une actu qui s'est déroulée hier, c'est l'élimination du chef de Baghdadi de Daesh. Bah, il y aura d'autres Baghdadi encore plus parce que la problématique... On l'espère pas. non, mais vous savez, on a vécu cette histoire avec Ben Laden. Et pourtant, Qaïda, c'est devenu un enfant de cœur par rapport à ce qu'a fait Daesh par la suite. Pourquoi? Parce que quand on ne traite pas, et justement, ça rentre dans ce cadre-là, l'offensive russe en Afrique, chinoise en Afrique, parce que où est-ce qu'ils recrutent ces gens-là? C'est dans les pays qui sont les plus misérables. C'est là où il n'y a plus d'espoir de vivre ou de survivre. C'est là qu'ils recrutent leur... Donc c'est pour cela c'est vrai que Boko Haram au Nigeria. Voilà, Boko Haram au Niger. Donc, le problème, c'est qu'il faudrait trouver la solution idoine à ce problème qui est un problème global et qui menace la paix et la sécurité mondiale. C'est comment faire en sorte que des continents se développent en même temps. Comment on fait pour que l'accès aux soins de qualité sera valable à tous les enfants de cette terre? C'est ça l'enjeu de demain, si on veut vivre en paix dans la même planète. Parce que qu'on le veuille ou pas, moi je me rappelle d'une universitaire africaine, si vous vous rappelez, qui a animé un débat en France et qui leur a dit, bah, vous savez, hein, c'est à vous de vous pousser parce que nous, on ne s'arrêtera pas. Et c'est ça, justement, ce désespoir fait qu'en sorte que personne ne peut s'arrêter. Moi, j'irai chercher ailleurs. Donc, la solution, c'est la sincérité de ses partenaires. Nous, c'est séculaire, c'est historique. Depuis la lutte pour notre indépendance, les Russes ont été avec nous, ils sont restés avec nous, ils nous ont accompagnés sincèrement dans leur démarche. Donc, pour nous, c'est une relation privilégiée dont on est fier. La Russie d'hier, ce n'est pas la Russie d'aujourd'hui. Parce que moi, je reviendrai toujours dans le contexte technologique. Aujourd'hui, les États-Unis sont bouche bée devant les nouvelles technologies. Vous me parlez d'armement. Vous savez ce qu'ils font avec leurs missiles et leurs nouvelles technologies. Ils sont en train de faire bouger le monde entier. Il n'y a plus de partenaires pour les Américains, ni pour chacun essayer de trouver son compte. Quand on voit Erdogan, alors qu'il fait partie de l'OTAN, il était prêt à lâcher la relation avec les États-Unis pour acheter le système de défense. Quand on voit les Saoudiens, les clins d'œil qu'ils sont en train de faire, quand on voit les Émiratis, donc on voit que ce pays, ce n'est plus le pays d'avant. La Russie d'aujourd'hui est une Russie qui est très développée sur le plan pas uniquement de l'armement. Elle a accès à des technologies de pointe. Vous avez posé la question tout à l'heure à madame, est-ce que la Russie a les moyens d'avoir une plateforme pour essayer d'attirer les Africains vers son partenariat? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les technologies d'aujourd'hui, les supports médiatiques sont là pour tout le monde et les Russes, ils excellent sur ça. Donc je pense qu'il n'y a plus de distance entre l'Afrique et la Russie. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de frontières à partir du moment où tout est ouvert. Je crois que le plus important, c'est la sincérité dans la démarche. Si vraiment les Russes veulent vraiment aider l'Afrique, il y a énormément de choses à faire et la Russie, elle ne sortira que gagnante de l'Afrique. Merci, Monsieur Mokhtar Mediouni. Je crois que le temps qui nous est imparti, c'est malheureusement terminé, arrive à sa fin. Donc, je rappelle Mokhtar Saïd Mediouni, vous êtes ancien officier à la retraite. Vous nous avez parlé notamment des enjeux sécuritaires autour de la présence russe en Afrique. Merci donc pour votre participation. Merci à vous également, Dr Abdelhalim Messibah. Vous êtes enseignant à l'Université d'Alger. Vous êtes spécialisé dans la langue et la culture russe. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et merci à vous également, Dr Brahou Souhila. Vous êtes économiste et politologue. Vous êtes enseignante à l'Université d'Alger. Merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.